À chacun et à chacune. Aujourd'hui, nous allons débuter à l'Assemblée nationale le projet de loi 69. Projet de loi 69, rappelez-vous, qui avait été annoncé dès novembre 2023 en commission parlementaire. Nous avions reçu à ce moment-là M. Sebia, mais le projet de loi 69 avait été déposé et promis bien avant ça. Donc, un gouvernement qui, sur l'importance de l'échéance 2035, faut créer l'énergie. La CAQ est arrivée au pouvoir de François Legault en 2018. Il y avait des surplus budgétaires, des surplus énergétiques. Là, on est en déficit budgétaire, en déficit énergétique. 2035, ça va venir vite en matière de développer les capacités de fabriquer de l'électricité. Et en ce sens-là, nous demandons évidemment de réentendre, et ça fera partie des remarques préliminaires et des motions préliminaires, d'entendre Hydro-Québec. La dernière fois qu'on a entendu Hydro-Québec sur le projet de loi 69, ça remonte à septembre dernier, il y a plus de 5 mois. Et depuis, la situation a grandement évolué. On a vu l'élection de Donald Trump, on a vu évidemment la guerre commerciale avec les menaces de tarifs et les tarifs tangibles. On a vu évidemment l'entente avec Terre-Neuve-Labrador. Le dossier évolue à vitesse grand V de mois en mois, pour ne pas dire d'en semaine en semaine. Et nous considérons qu'avant d'aborder le projet de loi 69, il faudrait se mettre à jour avec M. Sebia, avec Hydro-Québec, pour qu'on puisse faire les bons choix comme législateur. Je vais laisser la parole à notre porte-parole, Greg Taylor. Bonjour tout le monde. C'est clair que ce gouvernement, depuis 2018, n'a aucun vrai plan dans le dossier de l'énergie. Et maintenant, nous sommes face à un président américain qui impose des tarifs massifs sur certaines de nos industries et on n'est pas prêt pour ça. Ce projet de loi, on parle de ça depuis 2022. On a eu des engagements de la CAQ qui vont déposer quelque chose chaque session. Finalement, c'est arrivé. On a étudié ça dans les consultations publiques. Puis après ça, ça tombait ça tombait entre les chaises. Puis on arrive aujourd'hui, puis ils vont commencer l'étude détaillée et beaucoup des choses ont clairement changé. Je pense que c'est important que le gouvernement accepte nos motions préliminaires d'entendre des différents groupes pour expliquer, bien, OK, avant, ils ont eu des enjeux avec ce projet de loi. Maintenant, avec les menaces des tarifs, certaines qui sont mises en place et certaines qui sont toujours menacées, comment ce projet de loi va affecter leur capacité d'accroître notre économie et quand même de garder des jobs payants en région, toujours exister. Moi, je pense que l'objectif de ce gouvernement doit toujours être de sauver des jobs en région, des jobs ici. Et ça va être crucial. L'énergie et notre électricité est un facteur de développement économique extraordinaire important pour nos industries, si c'est des grandes ou quand même des petites ou moyennes entreprises. Alors, on va prendre notre temps. Ça, c'est un projet de loi qui est hyper important pour les 20 prochaines années pour l'économie et la société du Québec. On va être rigoureux dans notre étude. On n'a aucune intention de faire de filibustering ou quoi que ce soit, mais on va prendre notre temps parce que c'est des décisions majeures pour notre société. Alors, merci beaucoup, puis on est prêt à prendre vos questions. Avez-vous vu les amendements? On a reçu ça vendredi. Honnêtement, il y a des petits... Non, on a reçu ça vendredi. Quand même, on a regardé ça rapidement avec l'équipe. C'est pas quelque chose sur les tarifs? Pas des changements qui étaient demandés par les groupes. Et honnêtement, c'est pas des amendements... énorme, mais je veux juste aussi ajouter une chose. On a eu un briefing technique hier avec le gouvernement, puis il y a des autres amendements à venir. Okay. C'est écrit dans leur document, mais on n'a pas eu... Est-ce qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement, là, où on reste pas sensiblement sur ce qui a été déposé? Sensiblement qui a été déposé, c'est rien de majeur. C'est pas des grosses réformes encore, mais mise en garde. Parce que moi, j'ai fait plein de différents projets de loi avec ce gouvernement. Et au milieu de le projet de loi, ils vont arriver avec un paquet des amendements qui changent les choses complètement. Alors, regarde, on ne peut pas changer le comportement ni les actions du gouvernement. S'il arrive au milieu de l'étude détaillée avec un paquet des amendements, on va prendre notre temps de prendre connaissance, poser des questions. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand le gouvernement arrive avec quelque chose qui est bien ficelé. Mais pas beaucoup des changements qu'est-ce qu'on a vu dans les amendements déposés jusqu'à ce stade ici. M. Tanguay, êtes-vous soulagé du rejet de la candidature de M. Coderre? Je ne ferai pas de commentaire autre que celui qui a été émis par le président du comité électoral. Puis de quel clan vous faites partie, vous, ceux qui auraient aimé que Denis reste, ou parce qu'il fait parler du parti, ou que ça vous soulage justement? Je n'ai qu'un seul camp, celui du Parti libéral du Québec. Donc, est-ce que pour le Parti libéral du Québec, ça n'aurait pas amené un vent de fraîcheur, ou en tout cas,
On n'aurait pas eu l'occasion d'avoir plus de débats si M. Coderre avait fait partie. Je ne vais pas commenter plus avant. Je vous réfère à la déclaration du président du comité électoral. Chose certaine, c'est qu'on a déjà 4 excellents candidats qui s'inscrivent dans la course. On aura d'excellents débats qui vont débuter le 27 avril prochain. Ça, on a cette assurance-là qu'on aura d'excellents débats. Comment vous nous parler un peu plus de la mécanique? Parce que vous êtes avancé la semaine passée en disant qu'il manquait des documents à M. Coderre, puis qu'au fond, comme il manquait des documents, c'est la raison pourquoi le 17 jours n'était pas commencé par le comité au feu vert. Donc, est-ce qu'on comprend que M. Coderre avait finalement remis tous ces documents et que c'est pour ça que ça a pu être évalué et rejeté? Je ne vais pas commenter, outre que la décision qui a été rendue par le comité électoral. Je veux pas un commentaire, je veux juste que vous nous expliquiez l'aspect technique. C'est pas mon mandat. J'ai pas vocation, moi, sur la place publique, de divulguer ce qui fait partie, évidemment, d'un processus qui est confidentiel. Un processus aussi qui avait différentes étapes. Puis là, l'étape qui a été rendue importante, c'est la décision du comité électoral. Vous en avez parlé la semaine dernière. Sur le processus, oui. Sur le processus. Vous avez dit qu'il manquait des Pourquoi vous pouvez pas la aujourd'hui décision nous est parler? arrivée dans les jours qui ont suivi. Est-ce que M. Coderre pourrait néanmoins être candidat dans Bellechasse? Ah, c'est pas à moi à parler de cela. Moi, je suis chef intérimaire. On va avoir un nouveau chef le 14 juin prochain, à un an et demi des élections. Je ne vais pas commencer à matin à vous dire qui va être candidat dans tel comté. L'invitez-vous à se présenter? J'espère être candidat dans la fontaine. Ça, je peux vous le dire. L'invitez-vous à se présenter à une éventuelle investiture? Ah, bien, c'est à lui à faire cette réflexion-là et au prochain chef, avoir une discussion avec le prochain chef. C'est pas à moi aujourd'hui à commencer à dire qui va aller dans quel comté. Mais vous devez avoir un processus de vetting pour les candidats comme vous en avez pour les candidats à la chefferie. Oui, tout à fait. Les mêmes critères? Je ne vais pas extrapoler là-dessus sur une question hypothétique. On est dans 2 ans du processus avec un prochain chef, alors je ne vais pas extrapoler. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans. Est-ce qu'il faudrait qu'il régularise sa situation fiscale pour se présenter dans Bellechasse? Je ne vais pas commencer à ouvrir de débat là-dessus. C'est dans 2 ans, c'est hypothétique. Moi, je ne serai même plus là comme chef intérimaire. Le prochain chef aura l'occasion dans 2 ans, le cas échéant, d'avoir une Est-ce discussion. qu'un candidat à une élection pour le PLQ doit avoir une situation fiscale claire, là, ou du moins réglée? Oui, ça fait partie de ce qui est considéré, oui. Dans le processus actuel, est-ce qu'on comprend bien que M. Coderre peut encore déposer sa candidature jusqu'au 11 avril? Techniquement, oui. D'accord. M. Kelly, avez-vous fait votre choix? Vous êtes un des derniers. Le candidat ou de... Non, pas encore. J'attends toujours. Il y a des rencontres prévues dans les prochaines semaines entre l'association de Jacques Cartier puis les candidats à la course de la chefferie. Puis aussi, moi, je veux attendre aussi, écouter tous les chefs potentiels en débat pour écouter leurs idées. Alors ça, c'est important pour moi. Alors, j'ai pas pris une décision encore. Toutes les discussions, les articles. Non, M. Kelly, je suis curieux de vous entendre. M. Kedanki va nous dire qu'il commande pas. Ça fait partie du processus. C'est comme exactement le parti a tranché, puis je Mais vous, en tant que membre du parti, comment vous trouvez toute cette discussion-là? Écoute, là, monsieur... Les états d'âme là-dessus, toi, ou t'as pas d'état d'âme? Écoute, là, j'ai écouté, j'ai rencontré Denis aussi avant, j'ai pris un café avec lui, mais je respecte les décisions de la partie. Il a présenté, il y a eu un intérêt, et j'ai rien d'autre à commenter. Les décisions ont été prises, puis je respecte les décisions du parti. Est-ce que la personne que vous allez appuyer fait partie des 4 candidats qui sont connus pour le moment dans la course à la chefferie? Ben, c'est sûr que je prends seulement en considération des personnes qui étaient éprouvées par le parti et qui sont sérieux dans leur démarche. Ouais. Êtes-vous d'accord avec le premier ministre François Legault de renégocier le plus rapidement possible l'accord États-Unis, Canada, Mexique pour essayer d'aplanir ou en tout cas de dissiper cette incertitude-là qui plane actuellement? Je pense que François Legault est en train de mettre la charrue avant les bœufs. François Legault veut renégocier à matin. Il n'y a toujours pas son négociateur en chef, François Legault. Alors, un peu de sérieux. Ça va nous prendre d'abord une équipe qui va s'assurer que les intérêts du Québec soient bien identifiés avec les partenaires économiques, qu'on puisse faire la liste de nos avantages, de nos arguments, bâtir ça avec le négociateur en chef dont on attend la nomination depuis le 6 novembre.
Et aussi, ça va prendre une stratégie coordonnée canadienne. On ne fait pas ça tout seul, mais le Québec a un rôle de leader à jouer dans la Fédération. Mais est-ce que c'est une bonne idée de renégocier cet accord-là le plus rapidement, plutôt que tard? Faut qu'il se bâtisse. D'abord, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a pas de négociateur en chef. Il n'a pas fait ses devoirs, François Legault. François Legault, il parle beaucoup, mais il agit peu. En tout cas, on n'a pas les résultats. Alors, il peut bien parler qu'il a le goût d'être pressé. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, puis c'est ce qu'on dénonce, nous. Il n'est pas prêt. Toujours surpris. Toujours surpris, là. Il y a des comédiens, comme ça, on écoute des films, des comédiens, des fois, ils ont tout le temps de l'air surpris. Il y a tout le temps surpris. François Legault, c'est l'éternel surpris. Il ne comprend pas. Par définition, M. Trump n'est pas surprenant dans ses décisions. Je veux dire, il annonce ça comme ça en après-midi. Bien, M. Trump, ça fait depuis le 6 novembre que François Legault nous dit « Je vais en avoir un négociateur en chef ». Puis là, François Legault, il arrive les mains vides, puis il met la charrue en avant des bœufs. Alors, François Legault, il est surpris puis déçu de voir qu'on n'a pas les résultats dans tous les services publics. Puis, je ne sais pas s'il va être surpris quand il va voir le prochain déficit. C'est quoi vos chances dans Terrebonne, M. Tanguay? On a une excellente candidate, Virginie Bouchard. Et Virginie, elle a fait partie de la commission jeunesse. C'est notre actuelle présidente régionale pour Lanaudière. Elle a été 2 fois candidate pour nous. On est là, nous, chaque élection, on l'aborde en se disant, au jour 1, il n'y a pas un vote dans les boîtes. Et là, on va travailler à être sur le terrain. Donc, chaque élection, nous, on l'aborde en travaillant pour une victoire. Alors, on est conscient d'où on part. On est très conscient d'où on part. Mais nous considérons que François Legault et la CAQ dans Terrebonne, c'est discarté, c'est discrédité avec Pierre Fitzgibbon qui a abandonné la population. C'est son droit fondamental de dire « je me retire de la politique », mais ça transcende sur la CAQ qui veut faire renouveler un mandat. Alors, moi, je pense que dans Terrebonne, les gens vont dire pas qui pour remplacer la CAQ. Je pense que dans Terrebonne, les gens vont dire « on veut-tu une députée libérale ou une députée du Parti québécois? » Je ne pense pas que les gens de Terrebonne vont vouloir récompenser François Legault de quoi que ce soit. Vous allez faire une campagne contre le référendum? On va faire une campagne sur le terrain, une campagne, entre autres, pour le transport collectif. On aura l'occasion avec la candidate de revenir avec nos engagements. Mais chose certaine, je pense que le choix, si vous me permettez juste de terminer, je pense que le choix sera entre on veut-tu un député, une députée libérale ou une députée du Parti québécois. Vous dites que vous êtes conscient du parti. Qu'est-ce Ouais. que ça veut dire, ça? Est-ce que vous Ben, êtes on était un peu plus 10 Super Bowl, aux dernières élections. On était un peu plus 10 aux dernières élections. Alors, on part de cela. Par contre, la donne a changé. La donne a changé. Je pense pas que les gens ont l'intention de récompenser François Legault. Je pense qu'honnêtement, on voit une chute du vote de François Legault. Terrebonne ont été abandonnés. Alors, nous, on a une excellente candidate. Puis nous, on va faire campagne en disant aux gens, mais c'est plus une question de dire on remplace le député de la CAQ. Je pense que la question, c'est de dire, est-ce qu'on veut une députée du Parti libéral ou du Parti québécois? Sur le projet de loi 83, êtes-vous d'accord avec le Collège des médecins, M. Tanguay? Nous, on est d'accord à ce qu'il y ait des incitatifs pour les médecins qu'ils pratiquent un certain nombre d'années, on parle de 5 ans, dans le public. La façon de le faire, par contre, nous, c'est pas de le taper sa tête puis faire des pénalités. En Ontario, ils n'ont pas besoin de la clause dérogatoire. En Ontario, notamment par des incitatifs, ils atteignent cet objectif-là. Et nous, je pense qu'on devrait atteindre l'objectif par cette façon-là. La question concernant le Collège des médecins sur les médecins non participants, ils veulent retirer ce statut-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Collège des médecins? Là-dessus, je pense qu'on est en mode urgence au Québec. Je pense qu'il y a une réflexion à y avoir, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de Québécoises et Québécois qui sont sur les listes d'attente. Mon point, comme ça a toujours été depuis les dernières années, ça a été que le privé, il y a urgence. Les services ne sont pas donnés. Il ne faut pas couper du jour au lendemain l'accès à des services, fussent-ils privés. Par contre, il doit y avoir un accès gratuit et il doit y avoir une conversation sur qu'est-ce qu'on veut comme médecine par rapport au privé. Oui. Non, écoutez, c'est parce qu'il faut mettre un minimum de nuances. Le privé, il faut avoir le débat sur la place du privé. Le système devrait être public, clairement. Et le privé a augmenté sous la CAQ. Il y en a trop. Maintenant, si vous dites, êtes-vous d'accord à couper le privé du jour au lendemain? La réponse est non. On en a besoin pour offrir les services aux Québécoises et Québécois qui meurent sur les listes d'attente. Vous avez fait partie du même gouvernement, M. Tanguay, que Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation. Comment vous expliquez-vous que les tentatives de M. Jasmin-Roy d'obtenir du financement pour sa fondation aient été
disons, fait l'objet de pratiques de favoritisme, là, selon le protecteur du citoyen, à la part de M. Proulx. Pour ce qui est maintenant de ce dossier-là, je vais me permettre de diviser en deux. Il y a le comportement de M. Roy, Jasmin Roy. Si vous avez des questions là-dessus, je vais vous en parler. Maintenant, pour ce qui est du programme, c'est la même nouvelle que nous avions appris en 2022, 4 ans après les faits. Et là, où on avait entendu, entre autres, Sébastien Proulx dire que ce programme-là permettait une action discrétionnaire du ministre, ce qu'il a fait en respectant le cadre législatif. Alors, en ce sens-là, il n'allait pas s'excuser d'avoir donné à des organismes comme Alloprof puis le Club des petits déjeuners. Alors, c'est ce que j'entends. Et je pense que ça tient la route. Maintenant, en prenant en compte les comportements allégués de M. Roy, est-ce que c'est toujours une... Je veux dire, est-ce que vous regrettez ou est-ce que M. Proulx devrait regretter d'avoir accordé... Il ne faut pas mélanger. Il y a l'action de la Fondation qui lutte contre l'intimidation. Tout le monde est d'accord pour ça. Et je pense, jusqu'à preuve du contraire, que toutes les sommes publiques qui ont été mises dans la Fondation ont été utilisées à bon escient pour lutter contre l'intimidation. Maintenant, ce qu'on a su ce matin par rapport au comportement de M. Jasmin Roy, moi, personnellement, beaucoup surpris, étonné. Et je pense que le conseil d'administration de la Fondation doit avoir des conversations avec M. Roy. Je pense que la mission est essentielle, mais je pense qu'il doit y avoir, un examen de conscience pour la suite des choses. Des conversations qui mèneraient à un départ. C'est à eux autres à se gérer. Vous savez, nous, on se gère. Vous gérez votre fougère. Merci. I just want to clarify something that my colleagues asked about as well, just the Collège de Médecins proposal. Yes. So essentially they're asking that Quebec do the same thing as Ontario, as other provinces, that they don't allow family doctors to opt out of the public system. So I just want to clarify, what exactly is your position on that specific proposal? We need to have the conversation as, do we want to have this end result? But in the meantime, we cannot go ahead with this proposal, because day after day we are seeing Quebecers waiting on the waiting list, not receiving the basic services on the healthcare system. So this is a conversation, a discussion that we must have socially. I think that there's a too large part for the private sector in the healthcare system. I think that we need to have this conversation, but as we speak, we need to have every available doctors to help the population to receive the services. But wouldn't that bring more doctors into the public system? Wouldn't that help cut down on the wait list? That's what I'm still unclear on. What exactly is... We have to cut down the waiting list. We have to provide the citizens with the services. That being said, the presence of the private sector within the public system must be addressed. And that's a conversation that we will have, for instance, I'm 100% sure, during the national debates at the leadership race. It's part of the debate. But today, adopting a bill, a law saying that it's illegal from now on, it's irrational based on the fact that they are providing services. But we must have that conversation, 100% sure. Is it too soon to renegotiate the trade agreement, the Canada-Mexico-U.S. trade agreement right now? I think that the proper way to put it in English is François Legault is going ahead of himself. He's getting ahead of himself. The horse before the cart. The horse you can also say he's getting ahead of himself. Is getting ahead of himself, and also I like the image, the horse before it's the cart. That being said, il met la charrue devant les bœufs, François Legault, quand il dit, when he's saying that he's ready to negotiate, he doesn't have a negotiator in chief. So we have to build our strategy here in Quebec. We have to coordinate ourselves with the Canada, the Federation, and we're not ready as we speak. So if he wants to go ahead, he's not ready. We're not there yet. I'm sorry, it's the cart before the horse. Yeah, the cart before the horse. Yeah, the cart before the horse. I was distracted. You have said it's a good thing that Mr. Legault is in Washington. Yes. What can he expect to accomplish there, and what are the potential dangers? Is it a good thing that he's there lobbying, and sure. Is there anything dangerous about doing this? No, I don't think so. That we can see tangible gains by
making sure that our allies understand their roles because, 34 states out of the 50 in the U.S. are having Quebec has a major economic partner. So we have elected folks, elected people, elected partners at the Congress, within the state as well, the governor as well. We have to lobby these people. We have to tell them to speak up, to make sure that it's not going to happen, and also to underline the fact that they are our premier clients for many industries, but we are their first client for many states. So it's a good thing to lobby these people, and it's about time for François Legault to be in the U.S. Last visit was back in 2023, so it's about time. And I'm taking for granted, correct me if I'm wrong, that he will be present next 2021 and 22 February at the governor's meeting. It's going to be very important for him to be present as well. Just a sub-question for the energy critic. Sure. They're going back on Bill 69. As you mentioned in French, it seems like an eternity since that bill was taken. Lots of change. Lots of things have changed. What are you asking for? Does Michael Sabia have to come back and talk? Yeah, so we have the ability before the study of a bill to do preliminary motions, to ask to hear groups or individuals. We think having Michael Sabia come before us and talk to us about, what has changed, because it's not just the tariffs, which is a threat looming over us, but we have signed an agreement in principle with Newfoundland over Churchill Falls. What is the impact that's going to be on our energy context in general here in Quebec? Mr. Sabia wrote an open letter about the competitiveness of our energy rates, and there seems to be some disagreement amongst groups on that. I'd like to hear him with a 25% tariff increase. How can we use our energy and our electricity rates efficiently to make sure we're supporting businesses across Quebec? And of course, there's different groups too that before this whole tariff trade war with the Americans was on the radar, had serious concerns with this bill that don't seem to have been addressed in preliminary amendments tabled by the government. So their voices should be heard saying, we had issues with this bill before Donald Trump arrived. Now we have a whole new headache. And they should probably be heard by the parliamentarians about how this bill could inadvertently affect their businesses and their business plans going forward. But given the 25% tariffs with the government studying the bill now, do you have any hope that they might put something in place to help businesses when it comes to those increased rates? They say that the hydro rates for businesses are already competitive in Quebec, so do you see them changing that in any way? We'll have to see, and again, that's kind of where I can see the frustration of some of our big industrial players and even small and medium businesses is that, well, what is the plan to counter potential tariffs from the Americans for us? And it's not necessarily always just to hand out necessarily a check or a loan. Sometimes it could be a question of reducing the fiscal burden on and the red tape, whatever it may be. But we don't really have a concrete plan from the government yet. So we're also sort of seeing that is that we're arriving on this bill that will impact tariffs for certain clientele of Hydro-Quebec. And at the same time, they're going to have to manage this trade war that has been thrust upon them. Again, good reason to hear from them in parliamentary commissions so they can let all of Quebec know what their concerns are. And what's always great about hearing from groups in parliamentary commission, they always come up with solutions. They're always there to recommend things to the government and how they can make this work. What tangible gains does the Premier have to come back with from D.C. for the trip to be considered successful? To enhance our relationship with key players in Washington and in the states who are doing business with Quebec on a day-to-day basis. So to enhance our relationship to make sure that they will be internally in the U.S. allies because they have a lot of money at risk on their side as well. So this 25% rate on aluminum, for instance, for every country exporting into the U.S., it's a nonsense economically. And those who will be at first paying the bill will be the Americans. So we are talking about potential inflation. So we have to shake things up, to wake them up, and to ask them to speak, because at the end of the day, nobody wants it. Nobody wants it. Thank you.